Cette vue antérieure nous montre la forme générale du diaphragme. C'est une coupole. Une coupole formée de fibres, de tissus fibreux, que l'on appelle le centre phrénique, et de tissus musculaires. On voit d'ailleurs que les faisceaux ici sont bien individualisés, bien représentés, et qu'ils se dirigent tous vers le centre phrénique, vers donc un centre, une zone centrale, et par conséquent, on dira que ces faisceaux musculaires sont concentriques. Le diaphragme sépare la cavité thoracique, où se trouvent les poumons, le cœur, et la cavité abdominale, où se trouvent donc les viscères. Et on constate que la partie droite de la coupole est plus élevée que la partie gauche. Sous la partie droite se trouve le foie et sur la partie gauche se trouve le cœur. Le cœur enveloppé d'une enveloppe fibreuse, le péricarde. Péricarde qui vient se tisser avec le centre phrénique, avec la zone centrale, et par conséquent, le cœur est solidement fixé sur le diaphragme. On voit également deux orifices, il y en a un troisième que nous verrons tout de suite, et on constate que la partie inférieure du muscle est bordée par une bandelette fibreuse qui également se prolonge pour s'insérer sur les premières vertèbres lombaires. Voyons maintenant les rôles du diaphragme. Commençons par l'inspiration normale. On compare généralement l'action du diaphragme à celle d'une pompe. Une pompe donc avec un piston, et ici une chambre où se trouve de l'air. Si l'on tire le piston, le volume de la chambre augmente. Et par conséquent, vous avez moins de molécules dans un volume plus grand. Donc, la pression diminue. Si la pression diminue, si vous avez un orifice à l'extrémité de cette chambre, l'air va entrer, puisque l'air va se diriger de la pression la plus forte vers la pression la moins forte. C'est le même principe donc au niveau des poumons. La chambre de la pompe est en fait tout le volume des alvéoles des poumons. L'expiration, vous repoussez le piston, le volume de la chambre de la pompe se réduit, comme si les molécules se tassaient, et par conséquent la pression augmente, et l'air va sortir. C'est le même principe, donc à l'intérieur des poumons. Appliquons maintenant cette comparaison au diaphragme. On voit donc les faisceaux concentriques qui, sur cette vue externe, apparaissent comme verticaux. On observe ici le centre phrénique et nous allons mettre la pointe de la flèche au sommet du centre phrénique. On imagine donc que lorsque les faisceaux vont se contracter, le centre phrénique va s'abaisser. En s'abaissant, il va comprimer les viscères. Et les viscères vont légèrement refouler vers l'avant les abdominaux dont le tonus permettra cette légère déformation. Voyons maintenant avec les abdominaux en place comment se déroule le phénomène. Mettons ici notre flèche au sommet du centre phrénique. Les faisceaux musculaires du diaphragme se contractent. Le centre phrénique s'abaisse. En s'abaissant, les viscères sont écrasés, repoussent vers l'avant les abdominaux. Les abdominaux dont le tonus est suffisant pour maintenir les viscères en place, mais les abdominaux dont le tonus est suffisamment faible pour permettre cette action des viscères. Répétons cette séquence, mais en pointant notre flèche au niveau des abdominaux. On voit que lorsque le centre phrénique s'abaisse, les viscères repoussent les abdominaux vers l'avant. Ce tonus, en revanche, est suffisant lorsque cesse la contraction du diaphragme pour refouler, repousser les viscères vers l'arrière et vers le haut. Et comme le diaphragme est décontracté, le diaphragme
est repoussé vers le haut, il comprime les poumons, la pression augmente à l'intérieur des poumons et l'air est expiré. Voici cette séquence qui nous montre donc un cycle respiratoire. Lors de l'inspiration forcée, le tonus des abdominaux va augmenter. Donc lorsque le diaphragme se contractera, les viscères ne pourront pas refouler vers l'avant, comme lors de l'inspiration normale, les abdominaux. Par conséquent, le diaphragme va trouver un appui très solide sur ses viscères, qui sont essentiellement constitués d'eau. Il y a bien évidemment un petit peu d'air dans l'estomac ou dans les intestins, mais on peut considérer donc que c'est une masse dure. Par conséquent, le diaphragme pourra prendre appui sur cette masse dure que sont les viscères, et si vous avez regardé la vidéo sur la cage thoracique, eh bien, on comprend que cette action du diaphragme permettra de soulever la cage thoracique. En effet, regardons un cycle en pointant sur le sommet du centre phrénique notre flèche. On voit bien que le centre phrénique ne se déplace pas. En revanche, la cage thoracique se soulève. Prenons ce repère ici au niveau de ce cartilage costal. Ainsi, la cage thoracique peut-elle augmenter ses dimensions transversalement, c'est-à-dire dans le sens droite-gauche, et dans le sens avant-arrière ou antéro-postérieur. Donc il y a deux diamètres de la cage thoracique qui augmentent, ce qui va donc permettre d'augmenter le volume de la cage thoracique et par conséquent, comme dans l'exemple ou dans la comparaison de la pompe, permettre l'entrée de l'air. Le phénomène est inverse, lorsque la cage thoracique s'abaisse, son volume se réduit, la pression augmente et l'expiration peut avoir lieu. Par conséquent, le diaphragme va jouer un rôle essentiel, vital, dans la respiration, qu'il s'agisse de la respiration normale ou de la respiration forcée. Présentons maintenant rapidement les muscles intercostaux qui contribuent à fermer le tronc-caisson. Ces muscles occupent exactement l'espace entre deux côtes, d'où leur nom d'ailleurs d'intercostaux. On voit qu'au niveau des cartilages costaux, ils sont remplacés par un tissu fibreux. Les muscles présentent plusieurs couches à décrire, nous ne rentrerons pas dans les détails, mais on peut comprendre que l'obliquité de ces couches leur permettront de jouer un rôle dans la respiration.